Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu particulier parce que il va être un peu moins joyeux que celui de la semaine dernière. Cette semaine, j'ai décidé de parler et de témoigner du parcours de sortie d'amnésie traumatique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés et quand moi je suis sortie d'amnésie traumatique, et je vais un peu expliquer après ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, j'ai trouvé quasiment aucun contenu là-dessus, en dehors des contenus de Muriel Salmona, qui est psychiatre et qui est exceptionnelle sur ce sujet. Je vous mettrai son nom dans la description de l'épisode. Vous pourrez retrouver ses livres, ses interviews. Pour moi, c'est une référence sur ça. Elle a une association aussi sur la mémoire traumatique. Et si j'avais pas eu les ouvrages de Muriel Salmona, je sais pas si je serais encore debout aujourd'hui. Tant ça a été horrible de sortir d'amnésie traumatique pour moi, tant c'était incompris autour de moi, tant les thérapeutes que j'ai vus étaient incompétents et dangereux sur ce sujet. Et je vais aussi témoigner ici de beaucoup de dérives et de choses qui sont dangereuses quand on sort d'amnésie traumatique, parce que c'est un mouvement qui est d'une violence inouïe pour la personne qui la traverse. Et très peu de gens sont capables de saisir et de comprendre réellement ce que c'est qu'une mémoire traumatique, comment ça fonctionne, les mécanismes, le mécanisme du doute qui revient en permanence pour la victime, et toutes les choses qui se mettent en place dans notre cerveau, tous les verrous qui sautent à ce moment-là, toute l'insécurité qui remonte, l'hypervigilance, toutes ces choses-là qui se mettent en place. Très peu de gens sont formés à ça, très peu de gens sont capables de le comprendre, et qui mieux que des personnes qui l'ont traversé. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à vraiment inviter à aller voir des personnes qui connaissent ce sujet, soit parce qu'elles l'ont vécu, soit parce qu'elles y ont été formées de manière très sérieuse, et c'est en ça que je recommande la psychiatre Muriel Salmona pour ses ouvrages. Vous pouvez y aller les yeux fermés, voilà. Y a probablement plein d'autres gens depuis qui se sont formés, parce qu'effectivement, moi j'en suis sortie il y a 6 ans, donc en 2020, 2019-2020, mais ça a été progressif. On expliquera un peu après comment fonctionne la mémoire traumatique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas du tout trouvé d'interlocuteur, vraiment. Et les rares associations que j'ai contactées à ce moment-là ont été... j'ai pas eu une once d'humanité aux répondants dans le téléphone. Et voilà, s'il y a des gens qui veulent témoigner sous cette vidéo de choses qu'ils ont pu vivre par rapport à ça, vraiment, vous êtes les bienvenus, ok? Parce que je sais que c'est une période qui est très dure. Je vais revenir un peu ici sur ce que c'est que la mémoire traumatique et l'amnésie traumatique. Alors j'en parle encore une fois d'un point de vue d'une humaine, d'une citoyenne qui l'a vécu, mais pas d'un point de vue médical. Donc si vous voulez vraiment une explication médicale, psychiatrique, etc., il faut écouter des spécialistes, comme le docteur Muriel Salmona. Moi je vais vraiment vous expliquer ça avec mes termes d'humaine, pour mettre des mots un peu, on va dire, simplistes volontairement dessus, pour que ce soit accessible au plus grand nombre et que ce soit explicable de mon point de vue à moi. Pour moi, la mémoire traumatique, c'est quoi? Alors, il faut déjà savoir que la plupart des personnes qui ont vécu des graves abus dans l'enfance, donc moi, dans mon cas, c'était l'inceste, c'est souvent des cas d'inceste, des cas de violence physique, des gens qui ont été battus, ou même des cas de violence verbale excessifs et extrêmement poussée, parce que la violence verbale est aussi une forme de violence, vraiment. Et c'est le docteur Cornelia Gauthier qui parle très bien des différents abus et qui explique que parfois les violences émotionnelles laissent bien plus de cicatrices que les violences physiques. Je me permets de le dire parce que j'ai vécu les deux. J'ai vécu des violences sexuelles et j'ai vécu des violences émotionnelles, et j'en reparlerai un peu plus tard. Et dans mon cas, effectivement, ce qui a été le plus dur à libérer finalement, ça a été les dégâts causés par les violences émotionnelles, parce que ça vient nous tordre le cerveau, ça vient complètement nous briser l'esprit, et on a du mal à déceler ce qui est vrai, ce qui est faux, etc., ce qui est une caractéristique des abus de toute façon. Et ça, c'est notamment dû au gaslighting. Le gaslighting, c'est vraiment une méthode de manipulation qui nous fait douter de la réalité et de notre perception du réel. Et en général, quand on vit des gros abus comme l'inceste, comme les agressions sexuelles, les agresseurs, en plus du mal qu'ils font, nous font douter de nos perceptions pour nous faire croire que c'est nous qui sommes fous ou qu'on invente. Voilà. Donc là, on est vraiment en plein dans le cœur des choses les plus diaboliques qui peuvent se passer sur Terre. Ok, ce genre de profil, les profils qui font ça sont des gens extrêmement dangereux. Et on y reviendra plus tard. Donc je vais revenir un peu sur le concept d'amnésie traumatique, déjà pour les gens qui ne connaissent pas. Il faut savoir que l'amnésie traumatique, c'est un mécanisme qui nous protège. Moi personnellement, je suis très heureuse d'avoir fait une amnésie traumatique, ça paraît très bizarre, mais je suis pas sûre que j'aurais réussi à me construire en ayant la mémoire de ce que j'avais subi en tant qu'enfant. Donc l'amnésie traumatique m'a complètement protégée. Il y a des amnésies traumatiques qui sont totales, ça a été mon cas. J'ai complètement oublié que j'avais vécu l'inceste, complètement. J'avais 4 ans, j'étais petite. Donc quand on est petit, c'est fréquent qu'on oublie des choses de toute façon. Mais je l'ai complètement oublié. Alors j'avais des symptômes, ok? Il y a des symptômes. Quand on connaît le phénomène, moi aujourd'hui je connais le phénomène, les symptômes, il y a beaucoup de symptômes qui sont détectables. Des fois on les détecte pas, parce que des fois c'est vraiment des symptômes silencieux. Mais avec l'âge, je trouve qu'il y a quand même des choses, des comportements qui peuvent un peu éveiller l'attention. C'est pas pour autant qu'il faut mettre tout le monde dans des cases, faut faire très attention avec ça aussi. Tout le monde n'a pas vécu une amnésie traumatique, ok? Et pour moi, il faut pas fouiller dans la mémoire traumatique si ça revient pas
de soi-même, ok? Ça, c'est vraiment ma perception, vous faites ce que vous voulez. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas s'amuser à fouiner dans la mémoire traumatique, ok? Le cerveau est intelligent. S'il ne lâche pas l'info, c'est que potentiellement, on n'est pas en capacité de la gérer. Moi, le moment où j'ai pu gérer l'information, j'avais déjà fait, j'ai commencé mes thérapies, j'avais 20 ans, je suis sortie d'amnésie traumatique autour de 30 ans, donc j'avais 10 ans de thérapie dans les pattes, ok? Donc j'étais de plus en plus solide, alors que vraiment dans le passé, je peux vous dire que j'étais pas solide du tout. Moi, j'ai un passif, et c'est normal, vu mon histoire, de quelqu'un qui était terriblement mal dans sa peau et extrêmement fragile. Donc je n'aurais pas pu gérer cette information plus tôt. Donc c'est pour ça que je transmets cette information, parce que dans mon cas, comme dans le cas de plein de gens, ça remonte, on ne sait pas trop pourquoi, à un moment donné, souvent des moments joyeux d'ailleurs, un mariage, une naissance, il paraît que c'est très fréquent que ça arrive au moment de la naissance d'un enfant. Moi, ça arrive à un moment de ma vie où effectivement j'allais bien. Je me sentais, je revenais d'un tour du monde en solitaire, j'avais des nouveaux projets, j'étais en train de me former au coaching, donc en fait j'étais en train de refaire une conversion, j'étais dans la finance avant, et donc en fait j'étais dans une phase plutôt chouette de ma vie. Et je crois que c'est pas un hasard que ça arrive souvent dans des moments où on va plutôt bien ou mieux. Parce que notre cerveau considère que là, on est assez solide pour encaisser l'info et donc il lâche l'amnésie traumatique. Donc là, je m'éparpille un peu, mais en gros, l'amnésie traumatique, elle vient vraiment au moment où on vit un abus très violent. Donc, là, je vais prendre le cas de l'abus sexuel puisque je parle principalement de ça aujourd'hui. Je vais témoigner de ce que j'ai vécu. C'est comme si y a un truc qui disjoncte dans notre cerveau et on se dissocie, ok? D'un point de vue purement métaphorique, c'est comme si on sortait de son corps. Parce que la violence est trop forte et qu'en fait on sort de son corps pour complètement occulter les événements. C'est-à-dire qu'en fait c'est comme si on n'était plus là, d'accord? On abandonne son corps d'une certaine manière. Et c'est vraiment un mécanisme de protection automatique qui est chez la plupart des personnes qui vivent des abus, que ce soit dans l'enfance ou à l'âge adulte. Okay, à l'âge adulte aussi, c'est pareil. Le principe d'amnésie traumatique, il a été inventé, il me semble, parce que c'était ce que les soldats vivaient en revenant de la guerre, d'accord? Donc en revenant de la guerre, beaucoup de soldats ont oublié ce qu'ils avaient vécu. Ils l'ont oublié, tout simplement. Ils ne sont pas capables d'en parler. Parce que ça a été trop violent, d'accord? Et c'est là qu'on a inventé le terme d'amnésie traumatique, il me semble, à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Donc c'est vous dire aussi à quel point une agression sexuelle, pour notre système nerveux, pour notre cerveau, pour notre âme, c'est le même niveau de violence que la guerre. C'est une guerre intérieure, c'est une guerre psychique. Certains parlent de meurtre psychique. Et c'est ce que j'ai ressenti moi aussi. J'ai senti qu'on était en train d'assassiner mon âme. Voilà. Je l'ai ressenti quand je suis sortie d'amnésie et que je me suis rappelée de tout ça, ok? Parce que pendant des années, du coup, j'étais un peu anesthésiée sur pas mal de choses. Et on est nombreux à être anesthésiés dans nos émotions, etc. Alors, pas dans toutes nos émotions. Moi, j'étais une vraie hypersensible. Je pense que beaucoup de personnes, justement, sont très sensibles après avoir vécu des choses comme ça. Il y a aussi de l'hypervigilance là-dedans. Mais il y avait certains aspects sur lesquels j'étais anesthésiée, d'accord? Notamment sur la notion du mal. J'étais très naïve et je reconnaissais le mal nulle part. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Voilà. Donc, pour revenir à ça, l'amnésie traumatique, c'est vraiment... Il y a un truc qui se disjoncte dans le cerveau. Alors, il y a l'histoire de l'hippocampe, l'amygdale, etc. Franchement, j'arriverai pas à vous l'expliquer techniquement. C'est pas trop le sujet de cet épisode. Là, je suis vraiment sur un truc assez grossier pour vous en parler d'un point de vue vraiment le plus grossier possible. Moi, la manière dont je me le représente, c'est acte, agression sexuelle, dans l'enfance, par exemple, comme moi. Dissociation, je sors de mon corps. Donc, je ne m'en rappelle pas quand je reviens dans mon corps. Et en fait, c'est comme si l'information se mettait dans une... Moi, je vois une petite boîte noire. C'est comme s'il y avait une petite boîte noire dans le cerveau et l'info se met là-dedans, ok? Et dans cette boîte noire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il peut se mettre après beaucoup de choses. Moi, par exemple, quand je suis sortie d'amnésie traumatique, il s'est passé des trucs incroyables. J'avais des moments où j'avais des souvenirs d'enfance qui popaient. J'avais très peu de souvenirs de mon enfance. Les gens qui ont très peu de souvenirs de leur enfance, en général, c'est pas impossible qu'il y ait un trauma. Pas à tous les coups, mais c'est pas impossible, d'accord? Moi, j'avais aucun souvenir de mon enfance, quasiment. Et en fait, c'est parce que la boîte noire, elle vient récupérer plein d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec le bordel. Moi, par exemple, au moment où je suis sortie d'amnésie traumatique, j'ai eu des comptines et des berceuses que me chantait ma mère qui me sont revenues en pleine nuit. Je me réveillais en pleine nuit, ça fait un peu film d'horreur dit comme ça, avec une chanson que ma mère me chantait enfant qui revenait, que j'avais pas entendue depuis plus de 30 ans. Et qui popait à ce moment-là. Pourquoi? J'en sais rien. Elle avait dû se foutre dans la boîte noire, ok? Je l'explique pas autrement. Donc, boîte noire qui enregistre les informations traumatiques et qui peut enregistrer d'autres informations qui n'ont pas forcément à voir avec le trauma, encore une fois. La mémoire traumatique, une des raisons aussi une des manières de... Je suis perturbée parce qu'il y a Guy qui commence à intervenir. Alors, pour ceux qui suivent le podcast, mon chat parle énormément. C'est mon chat et je suis très bavarde. Et là, il commence à miaou, donc j'espère vraiment que c'est pas le début de la fin pour cette vidéo. Bref, pardon. Parenthèse refermée. Ça met un petit peu d'humour dans cette vidéo difficile.
Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on a une mémoire traumatique, quand on a une amnésie traumatique, c'est pas impossible que dans nos symptômes, on ait par exemple des odeurs qu'on ne supporte pas, qui nous déclenchent des angoisses, des bruits qui nous déclenchent des angoisses, des choses comme ça un peu irrationnelles pour nos entourages, c'est super chelou, ils comprennent pas pourquoi nous ça nous fait bugger. Mais c'est pas impossible que ce soit lié à un événement traumatique et que du coup ces odeurs, ces bruits, ces chansons, etc. viennent en fait rappeler le trauma et donc nous mettre dans un état d'anxiété imminent. Alors que là, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de problème apparent. Je prends un exemple, moi pendant longtemps c'était l'odeur du café. L'odeur du café le matin qui me rappelait mon père qui était mon agresseur. Et donc l'odeur du café me déclenchait de l'angoisse. Ce qui est quand même pas ouf parce que l'odeur du café on la sent beaucoup, surtout en France, ok, on est des grands consommateurs de café. Maintenant j'adore le café. L'amnésie traumatique étant réglée, j'adore le café et d'ailleurs ça a été un des trucs qui m'a permis de comprendre que ça y est, j'en étais libérée. Mais pendant longtemps, l'odeur de café m'angoissait. Parce qu'en fait, ça me rappelait mon père le matin, d'accord. Donc il y a plein de choses comme ça, des bruits un peu particuliers qui peuvent en fait être des symptômes d'une mémoire traumatique qui est enfouie et d'une amnésie traumatique. Donc je reviens à la notion d'amnésie traumatique. Je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que dans 60% des cas, à vérifier, c'est dans l'ouvrage de Muriel Salmona, le livre noir des violences sexuelles, donc je le mettrai en description, où elle donne un peu tous les chiffres, etc. Elle fait un état des lieux, ok, de tout ce qui se passe autour de l'amnésie traumatique, des violences sexuelles, sachant qu'on est bien en deçà de la vérité, puisque beaucoup de gens sont en amnésie. Donc les chiffres sont forcément moins élevés que la vérité. Et en plus de ça, beaucoup de personnes qui sortent d'amnésie n'en parlent pas, ce qui est normal. Et même pour moi, ça a été long de pouvoir en parler. Donc je suis très heureuse de libérer ma parole aujourd'hui, parce que je crois que quand on a réussi à transmuter ça, pas forcément quand on est en train de le vivre. Quand on est en train de le vivre, vraiment, je vais vous donner quelques conseils. Je vous encourage à être centré sur vous, vraiment. À penser à votre propre guérison avant de penser à aider les autres. Je pense que vraiment, il y a un vrai chemin intérieur à faire avant, parce que sinon, accompagner les autres peut nous redéclencher en permanence, d'accord ? Mais maintenant que moi, je suis solide par rapport à ça, vous me verrez jamais pleurer sur ce sujet-là par rapport à ma propre vie. Je suis complètement restaurée sur ce sujet-là. En revanche, vous me verrez pleurer pour les autres. Et vous me verrez pleurer pour les enfants, particulièrement, qui vivent ça aujourd'hui. C'est un sujet qui me touche particulièrement. Donc, tout ça pour dire, je sais plus, je me suis encore perdue là, et Guy est intervenu, je sais pas si vous l'avez entendu. Guy est intervenu. Que disais-je ? Oui, donc je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est 60% des enfants qui vont vivre une agression sexuelle qui vont faire une amnésie traumatique. Je crois, à vérifier. D'accord ? Si je me trompe, m'en voulez pas. C'est vraiment ce que j'ai retenu de ce livre-là quand je l'ai lu à l'époque. Et on sait aussi que la majorité des agressions sexuelles dans l'enfance sont commises soit par la famille, soit par les proches de la famille. D'accord ? C'est rarement des inconnus. On a tous l'image du mec dans la rue qui donne un bonbon au gamin, etc. C'est très rarement comme ça que ça se passe, malheureusement. D'accord ? Il faut aussi savoir que la grande majorité des abuseurs, voire l'entièreté des abuseurs, sont des personnes qui elles-mêmes ont été abusées, d'accord ? Dieu merci, c'est pas parce qu'on a été abusé qu'on devient soi-même agresseur, ok ? Donc la différence se fait entre ceux qui se soignent et ceux qui ne se soignent pas. Et malheureusement, il y a une majorité d'hommes chez les agresseurs. Voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup plus d'hommes qui agressent que de femmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup dans la société et je remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui œuvrent aujourd'hui à faire avancer les consciences, à faire avancer les lois, à faire avancer tout la société sur le sujet des violences sexuelles et sur le sujet de la protection de l'enfance. Je suis émue parce que, selon moi, la protection de l'enfance doit être une priorité nationale, sans aucun doute. Sans aucun doute. Il faut protéger nos enfants. Il faut protéger les enfants, c'est la génération à venir. Ils sont déjà dans un monde qui est fracassé. Ils arrivent dans un monde qui est immonde. Voilà, c'est un monde qui est très dur. J'en parle beaucoup sur ce podcast, vous le savez. C'est un monde qui est très difficile. Et il est grand temps qu'on les protège collectivement. Et je crois que pour protéger les enfants, encore faut-il être capable d'entendre l'enfant à l'intérieur de nous qui nous hurle les douleurs que lui a vécues dans son enfance. Ok ? Et moi, pour ma part, je sais que mon regard sur les enfants d'aujourd'hui a changé depuis que je suis sortie d'amnésie traumatique. J'aimais pas les enfants, je le dis très clairement. Je le dis en toute honnêteté, j'aimais pas les enfants. Ça faisait du bruit, ça criait, j'en voulais pas. Moi, j'étais clairement sur le fait que j'aurais jamais d'enfants. Alors, j'en ai pas aujourd'hui, mais j'espère en avoir un jour. Et voilà, les enfants, c'est un truc qui m'intéressait pas. J'avais l'impression, comme beaucoup de gens, que les enfants, ça faisait la comédie. Et depuis que j'ai revécu ma propre enfance à la lumière de la vérité, à la lumière de combien j'ai souffert et combien, quand j'étais enfant, j'essayais d'attirer l'attention parce que j'essayais de montrer que ça allait pas et que j'étais pas prise au sérieux par les adultes autour de moi, pas du tout. Je n'ai pas du tout été protégée dans mon enfance. J'ai été plus qu'exposée.
dans le foyer dans lequel j'ai été adoptée, puisque j'ai été adoptée. Et ça, on en reparlera aussi après, parce que nombreuses sont les personnes qui ont été abandonnées à la naissance et qui ont subi encore plus de violence que les autres. D'accord ? Que ce soit parce qu'ils ont été adoptés ou placés dans des foyers ou dans des structures, c'est un désastre. Et il va être grand temps de libérer la parole de plus en plus sur ça. Donc si vous êtes concerné, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous vous sentez appelé à en parler, à témoigner, allez-y, foncez, vraiment, vraiment. Parce que y a trop de choses qui se passent sur les orphelins. Et c'est pas ok. C'est pas ok. Voilà, je vous ai dit, je peux pleurer pour les autres. Je vais essayer d'être la plus solide possible dans cette vidéo, mais vraiment, il faut vraiment collectivement on se lève là. On se lève. Parce que c'est trop grave ce qui se passe. D'accord ? Et si je vous dis ça et que vous m'écoutez, c'est que vous êtes concernés. Donc merci à vous d'écouter cette vidéo. Vraiment, merci. Je m'éparpille un peu, je suis désolée, je le dis souvent sur ce podcast, mon cerveau part dans tous les sens. Je suis artiste en parallèle, hein, les gars, donc je suis désolée, mais effectivement, ça fuse dans tous les sens, mais je vais essayer d'être concise. Pour revenir à l'amnésie traumatique, qu'est-ce qui se passe quand on vit une amnésie traumatique ? En fait, encore une fois, donc on se dissocie, on peut vivre sa vie tout à fait normalement, c'était mon cas. Alors j'avais des symptômes quand même, hein. Clairement quelqu'un qui aurait été trauma informé l'aurait vu, ok ? J'ai certains de mes anciens partenaires qui m'ont demandé si j'avais été violée parce que j'avais des comportements, voilà, je pouvais pleurer parfois, enfin, c'était pas tout à fait normal, d'accord ? Mais voilà, les gens avaient pas l'info autour de moi j'avais pas l'info. Et donc du coup, les fois où on m'a demandé si j'avais été agressée, j'ai dit non, évidemment, je le saurais, voilà. Donc même plusieurs thérapeutes, hein, comme j'ai fait beaucoup de thérapie, qui me demandaient, mais comme moi j'avais été adoptée, on allait toujours creuser le sujet de l'adoption. Et à un moment donné, je me rappelle avoir dit à une psychologue, mais à un moment donné, le sujet de l'adoption, on l'a creusé en long, en large, en travers, j'ai pardonné à mes parents biologiques, je sens que ce truc-là, il est ok en fait, donc c'est pas ça, il y a autre chose. Et vers mes 30 ans, l'info est remontée progressivement. J'irai pas dans le détail de ce que j'ai vécu. Je sais qu'il y a des gens qui sont très intrusifs par rapport à ça, qui posent beaucoup de questions très déplacées pour savoir ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce que mon père m'a fait, etc. Je sais que beaucoup de gens sont intrusifs aussi avec les autres. Donc s'il y a des gens qui sont intrusifs avec vous, vous avez le droit de leur dire non en fait. On n'a pas du tout à raconter le détail de ce qu'on a vécu. C'est très personnel, c'est très intime. Si vous sentez que vous avez besoin de le faire, allez-y. Mais moi, je souhaite pas le faire. Voilà, je suis très claire sur ça. Je souhaite pas le faire, ça regarde que moi. Mais tout ça pour dire que quand la mémoire traumatique a commencé à remonter, alors elle peut remonter de différentes manières selon les gens, ok ? Moi j'ai eu des flashbacks. Très souvent on a des flashbacks, donc ça peut être dans des rêves, ça peut être dans la journée où on a comme une image qui pop et d'un coup comme une sorte de révélation. Moi ça a été mon cas, donc je revoyais ma chambre d'enfance, je revoyais les pas de mon père, je revoyais des choses qui popaient comme ça. Il y a des douleurs associées qui sont souvent en même temps, d'accord ? Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que c'est comme si l'agression repasser à travers notre corps. Et il y a souvent des énormes douleurs physiques qui apparaissent pendant cette période-là, ça a été mon cas. J'ai eu des douleurs innommables, que je ne veux même pas décrire sur ce podcast, pendant des nuits entières, pendant des jours entiers, et pour certaines pendant des mois. Et une douleur précisément qui a duré 2 ans. Et j'ai cru que je m'en débarrasserais jamais. Et je m'en suis débarrassée au moment où j'ai complètement réintégré l'image et la scène de ce qui s'était passé, que je l'ai accepté comme étant la vérité, que je l'ai reconnu et que j'ai consolé mon enfant intérieur, parce que c'est ça le processus. Le processus, c'est que soi-même, on devienne le parent protecteur dont on a manqué au moment de l'agression. C'est que soi-même, on se réconforte, que soi-même, on se caljole et on revienne un peu sur la scène du crime pour réconforter cet enfant traumatisé, ou cet adolescent, ou cet adulte, selon l'âge auquel vous avez vécu ça. Selon moi, c'est le plus grand processus de guérison possible et inimaginable que d'aller vraiment réconforter l'enfant à l'intérieur de soi. Les parts de nous qui ont souffert et qui hurlent à l'injustice, d'accord ? Et c'est souvent ces parties-là qui nous envoient des symptômes à l'âge adulte. Par exemple, moi, j'étais quelqu'un qui était dans une colère innommable, d'accord ? J'étais très souvent en colère pour rien. La colère, aujourd'hui, je comprends que parfois, c'est une sainte colère et que parfois, la colère est légitime parce que la colère répond à une injustice, d'accord ? Donc, c'est pour ça que les gens qui sont très en colère, moi, j'ai tendance à dire, faut pas les juger, il y a quelque chose. Par contre, il faut comprendre ce que c'est pour éviter de dégueuler sa colère à droite à gauche, ok ? Parce que ça, c'est pas très cool pour les gens autour. Mais il faut écouter la colère, il faut comprendre ce qu'elle a à dire. Donc, on peut sonder sa colère, on peut lui poser des questions. Qu'est-ce que tu as à me dire, etc. Ça, c'est un travail d'introspection que je vous invite vraiment à faire. Accompagné, si vous le souhaitez, par des thérapeutes qui sont spécialisés idéalement dans les agressions, dans les violences sexuelles, etc. Ou des thérapies. La thérapie systémique est très bien pour ça, d'accord ? Je recommande beaucoup la thérapie systémique, qui permet justement de réintégrer nos différentes parties, etc. Mais à vous de sentir surtout la personne avec qui vous êtes en confiance, ok ? Ça peut être avec quelqu'un. J'ai envie de dire, c'est surtout la personne qui va compter, plus que le mode de thérapie, ok ? Faut que vous soyez très à l'aise avec la personne avec qui vous faites ça. Je me suis encore éparpillée, mais du coup, tout ça pour dire que
il y a des symptômes qui sont associés et c'est très dur. Et je sais que quand on traverse ça, non seulement on se sent pas compris, on comprend pas ce qui nous arrive, on se dit qu'on est fou. Alors attention, là je vais vraiment mettre le paquet sur ça. Quand on sort d'amnésie traumatique, on pense qu'on est fou, on pense qu'on invente et on a des doutes qui n'arrêtent pas de prendre possession de nous. Les doutes qui sont là pendant notre sortie d'amnésie traumatique, je vous demande de ne pas les écouter. Je vous demande de ne pas écouter les doutes qui vous disent que vous êtes fou. Ces voix-là ne sont pas à écouter. Ces voix-là ne sont pas les bonnes voix à écouter. Les bonnes voix à écouter, c'est la voix de votre âme qui vous hurle qu'il y a quelque chose qui est vrai là-dedans, même si ça vous paraît bizarre. Et l'écoutez, elle. Écoutez votre âme. Pour ceux qui sont croyants, j'en parle sur ce podcast et j'en parlerai pas trop dans cet épisode parce que je voudrais vraiment qu'on soit dans du très concret. Pour autant, moi, je n'ai pas honte à le dire, j'ai été sauvée par Dieu. Sans Dieu, je ne serais pas en vie devant vous. Sans Dieu, je pense que je ne serais pas sortie de cet état et des ténèbres dans lesquelles j'étais. Voilà. Parce que toutes ces voix-là, pour ceux qui croient au monde spirituel, et bah parfois c'est des voix spirituelles aussi, ok, qui veulent vraiment pas qu'on sorte de cet état-là. Donc je vais pas aller trop sur ce sujet-là dans cet épisode parce que je pense que tout le monde n'est pas du tout intéressé par ça. Mais je le mentionnerai notamment la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais faire un épisode sur ce que j'appelle la spiritualité du mal parce que il y a des courants spirituels actuellement qui cherchent à anesthésier et à endormir sur le mal en disant que le mal n'existe pas, que tout est juste, que notre âme aurait choisi de vivre ce genre de choses. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est ça qui m'a plongée le plus dans les ténèbres à ce moment-là. Parce que quand on sort d'amnésie traumatique, on a souvent besoin d'aide et il est pas rare qu'on se tourne vers la spiritualité, ce qui me paraît normal, parce qu'on a besoin de se raccrocher à plus grand. Et c'est sain. D'accord ? Et c'est pour ça qu'ici, je témoigne de Dieu. Je sais que le mot de Dieu est mal compris, j'en parle sur d'autres épisodes et j'en reparlerai. Moi-même, c'est un mot que je ne pouvais pas utiliser jusqu'à peu. Tellement j'avais été conditionnée à croire que Dieu, c'était ce que beaucoup de personnes montrent. Et on en reparlera. Mais il n'y a pas de souci à se raccrocher à Dieu, à se raccrocher à plus grand. Mais dans les mondes spirituels, malheureusement, si ce n'est pas à Dieu qu'on se raccroche, eh bien ce n'est pas à Dieu qu'on se raccroche. Et il y a plusieurs forces dans les mondes spirituels. Donc je ferme la parenthèse de la parenthèse, mais c'est très dangereux. Voilà. La spiritualité est un domaine extrêmement dangereux et il vaut mieux ne croire en rien. Donc si vous écoutez cet épisode et que vous croyez en rien, fort bien. Mieux vaut ne croire en rien que de pratiquer des choses qu'on ne maîtrise pas et d'aller voir des praticiens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font et qui ne marchent pas avec Dieu. Voilà. Et quand on ne marche pas avec Dieu dans les mondes spirituels, on peut marcher avec tout un tas de forces, tout un tas d'esprits qui sont précisément derrière un paquet de choses qu'on vit actuellement sur Terre vraiment très très sombres. Je referme la parenthèse, on en parlera la semaine prochaine. Si ce sujet-là vous intéresse, voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour écouter la semaine prochaine. Si ça vous intéresse pas, j'arrête là, ok. Donc je reviens sur du très concret. Quand on a cette sortie d'amnésie, qu'on a tous ces trucs-là, les doutes ne les écoutez pas. Voilà, les doutes ne les écoutez pas, qu'on croit au spirituel ou pas. Il y a des pensées qui ne sont pas nos pensées, d'accord ? Ça fait longtemps que les psychologues le démontrent. Voilà, au-delà même du spirituel, c'est connu qu'il y a des pensées qui ne sont pas nos pensées. Il y a aussi les voix qu'on a internalisées de nos parents, d'accord ? Donc quand ce sont nos parents qui nous ont abusés, quand ce sont des personnes proches qui nous ont conditionnés, vraiment conditionnés à accepter les abus et à minimiser les abus, on a internalisé des phrases, notamment de gaslighting. Donc le gaslighting, c'est venir nous faire douter de notre perception et de notre réalité, ok ? Je ferai un épisode sur le gaslighting prochainement, donc si ça vous intéresse, pareil, vous pouvez vous abonner. Et bah, on a internalisé ces phrases et donc on peut se dire nous-mêmes, non mais t'es complètement folle ma pauvre fille, non mais tu délires, oh là là t'exagères, oh là là mais toujours à faire des drames, tu vas briser ta famille, c'est ta faute si ta famille est brisée, tu risques de faire du mal à papa, tu risques de faire du mal à maman, alors que c'est pas la victime qui a brisé la famille, c'est l'agresseur et les complices de l'agresseur. Parce que nombreuses sont les personnes, comme moi, qui ont un agresseur et l'autre parent qui est complice. Et là, je suis désolée mais c'est pas l'enfant le problème, ok ? Et comme ces personnes-là ne se remettent pas en question et vont vous faire croire toute votre vie que vous êtes le problème, vous pouvez, au moment de la sortie d'amnésie traumatique, penser que vous êtes encore le problème. Et donc vous avez ces phrases internalisées de vos parents ou des gens avec qui vous avez grandi, si c'est dans des foyers, etc., qui vont revenir. Oh là là, c'est toi le problème, t'exagères, tu brises la famille, il y a toujours un problème avec toi, t'es trop sensible, gna 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 gna, bref, ok ? Tu réécris l'histoire. On en entend plein des phrases comme ça, d'accord ? Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est vos sensations, votre vécu. Les preuves qu'on a vraiment vécu une agression, c'est simple, hein ? Dépression, anxiété, hypervigilance, les sons qui sont beaucoup plus forts, l'anxiété permanente, la peur des autres,
l'insécurité, en fait, le sentiment d'insécurité. Ce sont des signaux forts qu'on a pu vivre des abus dans notre enfance. Pas forcément de l'inceste comme moi, mais en tout cas qu'il n'y a pas eu de sécurité dans notre enfance, d'accord? Donc, souvent, les parents vont avoir tendance à minimiser parce qu'ils veulent se dédouaner, ok? Rares sont les personnes, trop rares sont les personnes qui sont capables de reconnaître leur tort et de vouloir réparer. Et on est à une heure où clairement le mal est en train d'être dévoilé. Et je pense qu'il va mieux valoir pour tout le monde reconnaître le mal qu'on a pu faire, et pour ces gens-là principalement, plutôt que de continuer à être en déni, parce que je pense que l'heure est à la justice. Voilà, je me permets de le dire. Encore une fois, je suis croyante, pour ceux qui croient. À un moment donné, l'étape se renverse, d'accord? Et on le voit un peu dans le collectif. Le nombre de personnes qui se lèvent actuellement sur ce sujet, qui est le sujet de la pédo, qui est le sujet des agressions sur les enfants, etc., c'est magnifique à voir. Merci à vous tous, du fond du cœur. Ça prouve qu'on est en train de faire basculer la société, ok? Donc, moi, je pars du principe que toute personne peut changer si elle le souhaite. J'ai été amenée dans mon parcours à pardonner à mon agresseur, à pardonner à mon père qui ne m'a jamais demandé pardon et qui n'a jamais reconnu les abus, ok? Jamais. Je l'ai fait sous la protection de Dieu et je l'ai fait à la demande de Dieu. Je, en tant qu'humaine, n'en étais pas capable. Selon moi, le pardon n'est pas humain, il est divin. Tout ça pour dire, si vous sortez d'amnésie traumatique aujourd'hui, ou si vous êtes déjà sorti d'amnésie traumatique, si ce sujet vous parle de près ou de loin, ou que vous avez des proches qui sortent d'amnésie traumatique et que du coup vous écoutez cette vidéo, parce que si vous écoutez cette vidéo, c'est que ça vous concerne de près ou de loin, vous vous posez des questions, parce que peut-être que vous vous demandez si vous avez fait une amnésie traumatique. Il n'y a personne à qui vous devez faire plus confiance qu'à vous-même, d'accord? Dans ce processus-là. Personne n'a le droit de vous influencer sur Terre. Je dis sur Terre parce que si vous êtes croyant, c'est là où je vous invite à vraiment laisser Dieu vous guider, ok? Moi, il m'a guidée en vérité. Je savais pas que c'était lui, je pensais que c'était mon moi supérieur à l'époque. C'était Dieu. C'est Dieu qui m'a guidée à sortir de cet enfer, ok? Mais si vous n'êtes pas croyant, aucun souci avec ça. Faites-vous confiance et trouvez quelqu'un de confiance qui peut vous accompagner et accueillir votre parole. Faites attention à vos proches, parce que les gens autour de nous qui n'ont jamais fait d'amnésie traumatique ne comprennent pas du tout le sujet, donc ils risquent de vous faire douter encore plus. Le doute, c'est votre pire ennemi à ce moment-là. Faites-vous confiance. Écrivez les événements tels qu'ils sont. Le gaslighting, on va en parler bientôt, d'accord? Le gaslighting, c'est très dur d'en sortir quand on a été gaslighté, quand on a été vraiment perturbé du cerveau et qu'on nous a fait croire qu'on était fou, c'est très très dur d'en sortir. Donc on va en reparler, il faut vraiment réussir à déceler le vrai du faux. Il faut réussir à recomposer son histoire, d'accord? Meilleur conseil, mon meilleur conseil, éloignez-vous pendant cette période de guérison des personnes qui vous ont fait du mal. Moi, j'ai voulu maintenir un lien avec ma mère et ça a été ma pire erreur, par culpabilité. Et oui, donc c'était pas ma mère qui m'avait agressée, c'était mon père, mais ma mère était complice, voilà. Et du coup, ma mère était dans le New Age, d'accord? Donc ma mère était dans toutes ses croyances de ton âme a choisi de vivre ça, et au final, c'est le fait d'être restée près de ma mère qui m'a conduit à des pensées suicidaires, bien plus que la révélation de l'inceste. Parce que j'étais non seulement pas protégée à 4 ans, mais quand je sortais l'information à 30 ans, non seulement j'étais à nouveau pas protégée, mais au final, c'était pas moi qui étais protégée, c'était mon agresseur. Et c'était la personne dont j'étais la plus proche et que j'aimais le plus sur Terre. Depuis, j'ai pardonné à ma mère, je tiens à le dire, elle m'a demandé pardon. On est sur un vrai chemin de restauration toutes les deux, donc j'ai pas envie d'exposer ma mère ici, et c'est pas pour l'exposer et pour dire que c'était une mauvaise mère du tout, parce que j'aime profondément ma mère, vraiment. Elle a elle aussi ses propres blessures, voilà. Ce qui fait que il y a un parent complice en général, c'est que c'est quelqu'un qui lui aussi a vécu des choses compliquées. C'est tout le problème de notre société, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont vécu des drames et des traumatismes que s'ils ne sont pas réglés, ça rend les gens soit à nouveau des agresseurs, que ce soit sexuel ou mental, tout ça, soit des complices d'abus, parce que comme ils ne voient pas la propre réalité de la maltraitance que eux ont subie, ils vont laisser passer la maltraitance autour d'eux, ou ils vont eux-mêmes maltraiter leurs enfants sans le vouloir, d'accord? C'est pour ça que c'est un sujet de société selon moi. Pour moi, pour arrêter la violence, il faut que chacun reconnaisse la vérité de son histoire et la vérité de son enfance. Comment veut-on protéger l'enfance collective si on ne protège pas notre enfance personnelle ? Je crois que la majorité des gens ont vécu des choses difficiles dans leur enfance. Voilà, je le crois profondément. Je crois que malheureusement, à l'époque, les gens n'avaient pas forcément toutes les infos qu'on a aujourd'hui avec la psychologie, etc. À l'époque, il n'y avait pas autant de réveil de conscience sur tout un tas de sujets, sur les traumatismes, sur la manière de gérer nos émotions, etc. Donc, j'ai pas envie d'accabler nos anciens. Ils ont probablement fait pour beaucoup ce qu'ils pouvaient avec les armes qu'ils avaient à l'époque. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup d'armes. Aujourd'hui, on a vraiment toute l'information nécessaire pour se libérer. Si vous écoutez cet épisode, c'est que vous faites partie des courageux qui le font. Et vraiment, merci. Merci parce que vous n'avez pas conscience d'à quel point vous êtes en train de transformer le monde. On dit souvent que pour changer le monde, il faut se changer soi-même. C'est vrai, c'est vrai.
Moi, je ne serais pas devant vous aujourd'hui si j'avais pas fait ce parcours-là. Et j'ai cru que j'allais mourir. Et au moment où j'étais au fond des ténèbres et où j'ai voulu mourir, parce qu'il y a une nuit où j'ai voulu mourir, on m'a dit, Dieu m'a dit, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était Dieu. J'ai eu cette pensée qui m'est venue de une partie de la population t'est confiée. Si tu abandonnes, tu l'abandonnes avec. Et donc, je me suis battue pour cette partie de la population qui m'est confiée. Et si vous écoutez cette vidéo, vous en faites peut-être partie. Et vous avez vous aussi une partie de la population qui vous est confiée, j'en suis certaine. Toutes les personnes sur Terre ont un rôle à jouer aujourd'hui plus que jamais. Et toutes les personnes qui ont vécu des choses très dures, selon moi, sont encore plus légitimes et sont encore plus appelées à de grandes choses. Dans les mondes spirituels, et ça on en parle la semaine prochaine, il y a aussi des personnes qui subissent plus d'attaques que les autres. Il y a des gens qui vivent plus de drames que les autres, notamment dans leur enfance. D'un point de vue spirituel, on y croit ou on n'y croit pas, mais ça pourrait être dû au fait que précisément, il y a un gros rôle derrière à jouer. Et que du coup, il y a des forces qui veulent vraiment, vraiment pas qu'on le remplisse. Ok ? Je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode, mais dans les conseils que j'aurais à donner, j'en reparlerai, ok ? Le sujet de l'amnésie traumatique, on en reparlera sur ce podcast. En parallèle, je suis humoriste. Je démarre une carrière d'humoriste, ok ? Précisément pour pouvoir parler de tout ça avec voilà, sous un angle qui est plus joyeux. De manière générale, je suis quelqu'un de très joyeuse. Là, aujourd'hui, c'est difficile parce que c'est dur. Mais ma joie m'a été restaurée à la fin de ce parcours, qui a été un parcours du combattant. Et elle n'est pas volée, ma joie. Je ne l'ai pas volée. Vraiment, je ne l'ai pas volée. J'ai fait un épisode sur les voleurs de joie la semaine dernière pour ceux que ça intéresse, parce que les personnes qui ont une petite lumière en elles, souvent les gens veulent leur voler la joie. Si c'est votre cas, vraiment, vous ne laissez pas faire. Ok ? Bref, je referme la parenthèse. Donc, je ne parlerai pas de ça tout le temps. Mais ça reste un de mes engagements, forcément. La protection de l'enfance est un engagement très fort pour moi. Je pense que toutes les personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur enfance, on a cet appel à protéger l'enfance aujourd'hui. Ok ? Mais mes meilleurs conseils, d'accord, de tout ce parcours que j'ai vécu, dont je reparlerai peut-être, et il y aura peut-être des choses qui arriveront par rapport à ça, d'accord ? J'aurai peut-être des projets avec ça. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent me contacter sur ça, n'hésitez pas, d'accord ? N'hésitez pas, vraiment. Mais pour revenir à ça, mes meilleurs conseils de mon parcours à moi de sortie d'amnésie traumatique qui a été un vrai enfer, d'accord ? J'ai traversé l'enfer et je suis arrivée, comme je le dis souvent, au paradis à la fin. Il y a eu plein de choses dans mon parcours de guérison, ok, il n'y a pas eu que ça. Mais j'ai vraiment l'impression aujourd'hui d'être dans un état qui est un état d'esprit qui est au paradis, ok, après avoir été dans l'enfer le plus profond. Mes meilleurs conseils, éloignez-vous de vos agresseurs, vraiment. Personne ne vous oblige à leur reparler. Même si un jour vous décidez de leur accorder votre pardon, vous n'avez absolument pas à leur accorder votre pardon en réel. Vous pouvez très bien le faire de manière symbolique en imaginant la personne devant vous. Ok. Parce que des fois, en plus, ils sont plus de ce monde, donc il n'y a pas de souci avec ça. Les complices, pareil, éloignez-vous. Parce que moi, ce qui m'a le plus parasité, ça a été ma mère pendant la sortie d'amnésie traumatique. Puisqu'elle ne reconnaissait pas les abus, elle ne reconnaissait pas la gravité. Elle était toujours avec mon père. Et donc du coup en fait malgré elle était encore complice, elle était encore du côté de mon agresseur. Donc moi du coup je me disais que j'étais folle puisque elle ne voyait pas la vérité, d'accord ? Donc ça demande aussi, si c'est vos parents, si c'est dans le cadre de, comme moi, de l'inceste, que c'est vos parents, ça va demander de devenir son propre parent intérieur et d'une certaine manière de faire le deuil de ses parents. Moi j'ai dû faire le deuil en totalité de mes parents et c'est très dur, surtout pour quelqu'un comme moi qui avait été orpheline à l'origine, d'accord ? J'ai revécu la blessure de l'orpheline. J'ai véritablement été orpheline une deuxième fois. Parce que mes parents n'ont pas rempli le rôle qu'ils devaient remplir. Sur plein de plans, ils ont été chouettes. Et ça a été des bons parents sur certains plans. J'arrive quand même à voir le bon aujourd'hui. Ça a été compliqué. Hein. Majoritairement chez ma mère, d'accord ? Qui par ailleurs est quelqu'un d'exceptionnel. Mais sur le plan de la sécurité et de la protection, zéro. Voilà. Et il y a bien trop de parents aujourd'hui qui ne sont pas protecteurs. Et il y a bien beaucoup de parents aujourd'hui qui deviennent des parents protecteurs. Et qui deviennent des protecteurs pour les enfants qui ne sont même pas les leurs, comme moi. Voilà. Donc tous ces gens-là, merci encore une fois. Et je crois qu'il faut protéger les parents protecteurs aussi aujourd'hui. Parce que waouh, c'est des gens qui ont un courage inouï aussi dans la société dans laquelle on est. Mais les choses bougent. Reprenez confiance, vraiment. Je crois profondément qu'aujourd'hui, il y a des personnes dans la justice. Il y a des personnes haut placées. Il y a des personnes dans la police, etc. qui sont des belles personnes. Et je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Et il ne faut pas rejeter le système en totalité. Il y a des belles personnes dans les politiques, il y a des belles personnes dans la justice, il y a des belles personnes à tous les niveaux et il faut les valoriser. Vraiment, toutes les belles personnes doivent être valorisées. On l'a vu avec les pompiers récemment. Moi, je suis à Bordeaux. On l'a vu avec les pompiers. On a vu des gens exceptionnels. On a vu une mobilisation avec les agriculteurs, avec des citoyens exceptionnels. Donc ne mettons pas
tout le monde dans le même panier selon les catégories, d'accord ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin de se réunir entre belles personnes encore humaines, ok ? Quelles que soient les casquettes, quelles que soient les religions. Mais encore une fois, je vous ai dit que j'étais croyante, mais franchement, j'ai tout autant de respect pour quelqu'un qui est chrétien, qui est musulman, qui est juif, qui est autre chose. J'en ai rien à faire. Enfin, en quoi pourquoi je devrais juger les autres en fait sur ça pour moi, ça n'a aucun sens, ok ? C'est pareil sur, je sais pas, la droite, la gauche, le milieu. Alors moi, je connais rien à la politique, vraiment, je suis une... Oula, je reconnais humblement que je comprends rien, voilà, tout simplement. Parce que moi, je me suis toujours intéressée à l'humain. Et que dans la politique, jusqu'à maintenant, alors je vois pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. On m'a dit qu'il y avait des gens chouettes, donc je veux surtout pas critiquer. Mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avoue, je voyais beaucoup de show, d'ego, mais je voyais pas beaucoup d'humanité. Voilà, donc ça m'intéressait pas. Même si je me rends compte qu'en fait, mon sujet-là, tout le monde me dit « Mais Marie-Lise, ton sujet est politique. » Ah bon ? Je savais pas. Bref. On ferme la parenthèse à la parenthèse. Mais tout ça pour vous dire, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin aussi d'appeler à la tolérance entre les personnes qui œuvrent pour ça, même si on n'est pas d'accord sur tout, même si on a des religions différentes. En quoi c'est censé nous diviser, ça je ne comprends pas. Mais bon, bref, qu'importe. Si on a des bords politiques différents ou quoi que ce soit, j'aimerais qu'on se réunisse autour des valeurs et autour de la valeur d'humanité. Vraiment. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont profondément humaines et il faut protéger leur humanité. Et puis il y a des gens qui ne sont plus humains. Il y a des gens qui ne sont plus humains aujourd'hui. Et ça, j'en parle beaucoup sur ce podcast. Et ces gens-là, le jour où ils ont envie de se réveiller, moi, welcome. Pas de souci. Si j'ai été capable de pardonner à mon agresseur, je suis capable de pardonner à n'importe qui. En revanche, s'ils décident de continuer à perpétuer le mal, à ne pas se remettre en question, ça devient des parasites. Et c'est eux le problème. C'est pas les victimes. C'est pas les hypersensibles, les atypiques, etc. Non. C'est ceux qui font le mal. Et aujourd'hui, on va renverser les tables. Et la honte doit changer de camp. Je sais plus qui a dit cette phrase en premier, mais je la remercie parce que cette phrase a été une des phrases qui m'a sauvée pendant ma sortie d'amnésie traumatique. C'est pour ça que je vous dis que la colère, quand elle est bien dirigée, elle est précieuse. Ok ? Faut juste pas qu'elle vous brûle de l'intérieur. Mais si la colère vous sert à porter une cause, notamment l'injustice, go, vous avez gagné. Ok ? Mes meilleurs conseils, du coup, parce que je vais encore redivaguer. Voilà, je blablate. Cet épisode est déjà extrêmement long. Mes meilleurs conseils. On s'éloigne de l'agresseur. Si vous pouvez couper les ponts, pas de culpabilité, hein, même si c'est les parents, rien à foutre. Hein. Eux, ils n'ont pas eu de culpabilité à vous agresser, ok ? Moi, ça, vraiment, j'ai eu besoin qu'on me le dise quand j'étais en train de sortir d'amnésie, parce que je culpabilisais terriblement de couper les ponts avec mon père. C'est quand même le comble, hein. Enfin, je veux dire que s'il avait voulu que je reste en contact avec lui, il fallait peut-être pas m'agresser, ok ? Bref, parenthèse refermée. Donc, on coupe les ponts sans aucun problème avec son agresseur, hein. C'est même plutôt conseillé. Si vous vous sentez de le confronter de la manière la plus saine pour vous, alors franchement, chapeau, ok ? Moi, je l'ai fait très vite. Hein. Je l'ai confronté très vite, il a nié. Bon, j'ai coupé les ponts, ok ? Quelques années plus tard, quand j'étais prête, quand j'étais sous la protection de Dieu et que Dieu m'a demandé de le faire pour ma propre paix intérieure, j'ai été accorder mon pardon. Mais accorder mon pardon, encore une fois, je me suis rendu compte après coup que c'était pas vraiment ce que je pensais. Accorder mon pardon, c'était lui dire... Dieu s'occupe de toi maintenant. Bon courage, mon pote. Parce que moi, je sors du truc. Alors, s'il avait reconnu les faits, j'aurais été ouverte à envisager potentiellement une restauration avec des limites jusque-là, hein, ok ? Ça reste, voilà. Mais j'aurais pu l'accepter. C'est ma décision, personne n'a à la juger. Je vous demande de ne pas juger ce choix. Parce qu'il y a plein de gens qui sont hyper agressifs en disant « Mais comment tu peux dire ça ?» C'est mon choix, moi, Marie-Lise. Je fais bien ce que je veux de ma vie. En revanche, personne n'a à faire comme moi, d'accord ? Donc vous n'avez pas du tout à faire ça. Encore une fois, le pardon, très, très, très particulier. Et ça, on en parlera dans un autre épisode, ok ? Il y aura un épisode spécifique sur le pardon, parce que c'est quand même un sujet très particulier. Et encore une fois, je réitère, hein, moi, sans Dieu qui était là en train de me calmer, jamais j'aurais pardonné, ok ? Moi, à la base, je suis une très grosse énervée de la vie, hein, donc non, moi, je suis pas capable de ça, hein, je le dis très clairement, hein, c'est grâce à Dieu, littéralement, vraiment, dans mon cas, c'est grâce à Dieu. Donc, on coupe les ponts avec qui on veut, les frères, les sœurs qui nous font culpabiliser, ça dégage. Moi, personnellement, pendant la phase de guérison, aucune culpabilité à éloigner toutes les personnes qui parasitent vos guérisons, ok ? Pareil, si vous êtes en couple avec une mauvaise personne qui vous soutient pas là-dedans, ça dégage, ok ? Vraiment, ça dégage. Le temps de la guérison, je dis bien le temps de la guérison. Après, vous ferez votre choix si vous avez envie, avec plus de, voilà, vous serez plus apaisé. Pourquoi pas recréer des liens avec les bonnes personnes dans votre vie, ceux que vous avez envie de conserver. Why not, ok ? Le temps de la guérison, vous ne devez rien à personne d'autre qu'à vous-même et à l'enfant en vous qui est brisé. C'est la seule personne à qui vous devez quelque chose. La seule personne à qui vous devez quoi que ce soit, c'est cet enfant qu'on a brisé. C'est cet adolescent qu'on a brisé, c'est cet adulte qui a été brisé. Qu'importe le moment où vous avez été brisé, d'accord ? Que ce soit d'ailleurs sur l'inceste ou sur un autre sujet. Les autres, vous ne leur devez rien.
je vous encourage à être accompagné. Moi, j'ai pas trouvé d'accompagnant compétent à ce moment-là, mais j'étais dans le New Age. Donc à ce moment-là, j'étais dans la spiritualité qui dit que notre âme a choisi de vivre ça et toutes ces autres conneries, ok? Donc forcément, les gens que j'ai été voir étaient des gens là-dedans. Et franchement, là aussi, la honte doit changer de camp et ça, c'est la semaine prochaine. C'est eux qui vont prendre un taquet. Parce que je sais qu'ils savent pas ce qu'ils font, ok? Je sais que les gens qui sont là-dedans, pour l'avoir été moi aussi, pour moi aussi avoir eu à certains moments de ma vie, des réflexions très craignos avec des gens qui étaient en souffrance du type « Oui, mais bon, tu sais, tout est juste ». Moi-même, je sais que j'ai été pas ouf. Donc, voilà. Humilité totale par rapport à ça. Mais il n'empêche que ces gens-là font le mal. Et perpétuent le mal et sont complices du mal. Voilà. Einstein disait « le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais ceux qui regardent sans rien dire. » Ou sans rien faire. Dans les deux cas, voilà. Les complices du mal, il y en a trop aujourd'hui. D'accord ? Il y en a beaucoup trop. Et il y en a beaucoup à cause de cette spiritualité qui anesthésie, ok ? Qui sont complices du mal, d'accord ? Et encore une fois, on peut être spirituel, très croyante, et reconnaître le mal là où il est, d'accord ? Précisément, hein, quand on marche avec Dieu, on voit le bien et le mal. Hein. Donc c'est pas du tout, on ferme pas les yeux sur le mal du tout, d'accord ? Donc, que disais-je ? Oui, attention à qui vous allez voir. Je vous déconseille d'aller voir des gens qui pratiquent ce genre de choses-là à ce moment-là de votre vie. C'est pas eux qui vont vous aider. Franchement, c'est pas méchant, mais vaut mieux aller voir un psychologue, un psychiatre, quelqu'un qui est vraiment très terre à terre, qui est compétent dans son domaine, qui comprend le traumatisme, qui comprend le multitraumatisme, qui comprend la thérapie systémique, les parties de nous qui sont brisées pour nous aider à les réintégrer, etc. Mieux vaut des gens, voilà, qualifiés, que des gens spirituels de je sais pas quoi, ok ? Voilà. Ou sinon vous allez à l'église ou vous allez, voilà, hein, bref. Mais même ça suffit pas, parce que même marcher avec Dieu ne suffit pas, il y a un travail intérieur à faire, ok ? Ça je tiens à le dire aussi. Moi je rencontre là, depuis que je me suis convertie, alors c'est une reconversion, parce que j'étais catholique de base, mais ça me parlait pas ouf, donc je suis partie dans tout un tas de trucs complètement barrés, on en parle la semaine prochaine. Donc c'est une reconversion vers le christianisme, parce que j'ai rencontré le Christ, hein, tout simplement. C'est pas quelqu'un qui m'a dit que non, il est venu me chercher, il est venu me... Bref, on en reparlera. Donc c'est une rencontre personnelle avec Dieu, c'est pas quelqu'un qui m'en a parlé. Et depuis que je vais à l'église, je vois beaucoup de gens qui se reposent en totalité sur Dieu, et c'est très bien, j'ai pas de souci avec ça, au contraire, je vous encourage, moi ceux qui le souhaitent, à parler à Dieu, allez-y à fond, vraiment. Mais Dieu, il fait pas à notre place, hein, les gars. On est quand même incarnés, on est quand même sur Terre. Donc en fait, à un moment donné, il faut agir nous aussi. C'est-à-dire que, ouais, ok, il peut nous guider, il peut nous aider, il peut nous ouvrir des portes, pas de souci avec ça, trop bien. Mais si nous, on fait rien, il se passera rien, d'accord ? Donc, encore une fois, surtout sur des traumas aussi graves, pour moi, il faut une thérapie. Enfin, il faut quelque chose de concret. Il faut en parler à des gens compétents pour en parler. Cette phrase n'est pas française, j'ai répété 2 fois en parler, mais vous avez compris. Donc, s'éloigner des parasites, que ce soit les gens qui sont liés aux abus ou que ce soit les copains toxiques, d'accord ? On parle beaucoup des relations toxiques sur ce podcast, donc pareil, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, on va en reparler. Parce que en général, le problème, c'est que quand on a vécu des abus dans notre enfance, on attire tous les parasites, ok ? Parce que nos limites sont pas bien câblées. Donc en fait, on attire les gens qui vont nous refaire vivre les abus. Voilà, c'est quand même génial. Moi, je me suis rendu compte à 35 ans, l'année dernière, que j'avais été entourée majoritairement de parasites. Voilà. Alors, heureusement, j'ai aussi des très belles personnes dans ma vie, mais j'étais attirée par les gens qui allaient me faire de la peine. Voilà. C'est quand même fou, quoi. Ça, c'est le cerveau humain qui reproduit ce qui est familier. C'est normal, c'est pas de notre faute, hein, faut pas s'en vouloir, je m'en veux pas du tout. Je m'en suis voulu, mais je me suis pardonnée. Faut aussi se pardonner à soi pour nos erreurs. Mais notre cerveau va vers ce qui est familier, ok ? Donc papa-maman, c'est familier. Donc si papa-maman sont défaillants, malheureusement, il y a des risques qu'on ait des relations défaillantes à l'âge adulte, particulièrement dans le cadre du couple. Voilà. Le choix du partenaire, selon moi, est un choix, c'est peut-être le choix le plus important d'une vie, en fait, en vérité. Et très souvent, les partenaires sont défaillants. Ça a été mon cas, hein. Clairement, j'ai vraiment été vers quelqu'un qui fallait vraiment pas que j'y aille. Vraiment pas du tout. Mais parce que les traumatismes, pour le coup, en plus, c'était vraiment en résonance. Donc, c'est quand même très particulier de voir ça après coup. Mais parce que notre cerveau est conditionné à ces choses-là. Cet épisode est très, très long. Donc, je vais m'arrêter là. Tout ça, on en parle sur ce podcast, ok ? Parce que là, je pars dans tous les sens. Mais je reviens sur... S'éloigner, voire couper les ponts, selon comment vous le sentez. Écoutez-vous et ne répondez qu'à votre âme, d'accord ? C'est votre âme qui sait aussi ce qui est bon pour vous. Dialogue intérieur. On reprend le dialogue intérieur avec soi-même, avec son âme. On se parle à soi-même, on parle aux parties de soi qui ont été blessées. On apprend à redécouvrir ce qui ferait plaisir à notre enfant intérieur. En général, on a des trucs d'enfants qui reviennent. Moi, par exemple, j'ai pas arrêté de bouffer du chocolat. Pendant un temps, je vous avoue, j'ai pris un peu de poids. Mais la petite Marie-Alix qui était blessée voulait vraiment bouffer beaucoup de chocolat à ce moment-là. Pas forcément le meilleur conseil que je puisse vous donner, faites attention, mais Marie-Alix voulait bouffer du chocolat, ok ? Elle buvait plus d'alcool, c'est déjà bien. Elle bouffait du chocolat. Bon, chacun son délire, quoi.
Tout ce qui vous cocoon, tout ce qui vous met en sécurité, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui apaise votre système nerveux, vraiment allez-y. C'est pareil, le système nerveux, gros sujet, on en reparlera. Vous pouvez voir aussi des thérapeutes, il y a des modules en ligne, etc. sur le système nerveux, c'est génial pour les gens qui ont vécu des traumatismes, vraiment d'apprendre à rééduquer son système nerveux. Il y a tout un tas de choses et j'en reparlerai. Donc les relations, le travail intérieur, comme on vient d'en parler d'introspection, aidé idéalement par des personnes compétentes qui peuvent vous accompagner. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qui m'a aidé ? Bah voilà, si vous êtes ouvert à ça, parlez à Dieu, pas n'importe quel esprit que je sais pas quoi. Vous entourez de personnes qui ont vécu ça. Parlez avec des personnes qui ont vécu ça. Il y a des cercles de parole qui existent un peu partout. Renseignez-vous, vraiment. Faites vos recherches. Regardez les associations qui parlent de ça. Moi, je vais mettre le lien en bas de Muriel Salmona. Elle a une association sur la mémoire traumatique. Je ne sais pas trop ce qu'elle propose. Mais en tout cas, c'est un vrai contact à suivre. Il y a aussi Stéphie Alexandrian, j'espère que je le prononce bien, qui est exceptionnelle sur ce sujet-là. Notamment avec son association Carl qui s'occupe des enfants victimes, qui a vécu, alors elle, pour le coup, respect infini et total pour cette personne. Elle est exceptionnelle. Voilà. Donc je vais mettre aussi peut-être son nom en dessous pour que vous alliez voir. Elle est sur pas mal de plateformes, elle intervient sur beaucoup de plateaux. Elle est géniale, vraiment géniale. Stéphie, c'est un jour elle écoute cet épisode, du fond du cœur, merci pour tout ce que tu fais. Vraiment, c'est exceptionnel. Il y a plein de gens. Je dis Stéphie, mais il y en a plein qui œuvrent aujourd'hui, d'accord ? Il n'y a pas que elle. C'est la première qui me vient parce que j'ai beaucoup suivi ce qu'elle faisait et je trouve ça exceptionnel. Mais voilà, rapprochez-vous d'associations, on en parle de plus en plus, donc vraiment n'hésitez pas à aller rencontrer des personnes avec qui vous pouvez échanger sur ça. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul avec ça. Vraiment, ça c'est très important. Et si vous sentez que vous avez un appel à libérer votre parole comme je le fais aujourd'hui, faites-le. Parce que c'est salvateur, ok ? Et je serai amenée à le faire sous d'autres formats. Je serai amenée à le faire sous d'autres formats et un peu plus poussé, à vous partager plus mon témoignage, ok ? Là, c'était pas trop l'idée de l'épisode, mais vraiment, je voulais revenir sur cette amnésie traumatique. Refusez le doute. Refusez les pensées de doute dans votre esprit. Refusez-les, catégoriquement. C'est pas vous, d'accord ? Faites confiance à votre petite voix intérieure, faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce que vous ressentez. Prenez du temps pour vous, soyez égoïste. Pendant votre guérison, soyez égoïste. Vous n'êtes pas là pour aider les uns les autres, les machins. Égoïste. Le temps de votre guérison, ok ? Après, vous pourrez être 20 fois plus altruiste, ok ? Mais le temps de votre guérison, protégez votre petite flamme là, ce qui reste comme petite flamme en vous, protégez-la, vraiment. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça aura pu vous aider, vous donner quelques billes. La semaine prochaine, on parle de la spiritualité du mal, du coup. Je vais aller un peu plus loin sur ça. Faites-vous confiance. Voilà. Faites-vous confiance et surtout gardez espoir parce que vous me voyez aujourd'hui comme ça, d'accord ? Mais j'ai vraiment vécu l'enfer. J'ai vraiment vécu l'enfer. Et j'ai tout perdu à ce moment-là de ma vie. Les gens qui étaient des amis m'ont lâché à ce moment-là. La personne avec qui j'étais a été tellement défaillant dans son rôle. C'était pas du tout quelqu'un qui me protégeait, c'était quelqu'un qui me surexposait au danger. Mes parents se sont révélés être mes premiers ennemis. Et on dit d'ailleurs que les premiers ennemis d'un enfant sont souvent les parents non guéris. Malheureusement. Et quand on réalise que notre famille, les gens en qui on a placé toute notre confiance, ont été des ennemis et nous ont fracassés, nous ont brisés, et ben ça fait très mal. Voilà. Donc on parlera aussi sur ce podcast des familles dysfonctionnelles et d'à quel point c'est dur. Et c'est là où redevenir son propre parent intérieur, c'est récupérer sa souveraineté et c'est un sentiment exceptionnel. Et après, plus personne ne peut nous voler notre identité et plus personne ne peut nous manipuler. Donc accrochez-vous, vraiment accrochez-vous, je crois en vous, profondément. Je crois en vous, voilà. Je crois que toutes les personnes qui ont traversé des horreurs comme ça sont des personnes qui en général ont des âmes magnifiques. C'est des personnes sensibles, c'est des personnes belles et humaines. Ne perdez pas votre humanité à cause de ça. Battez-vous pour garder votre humanité, battez-vous pour garder votre cœur. Ne laissez pas le mal gagner. Voilà, ne laissez pas le mal gagner. Et si vous êtes quelqu'un qui avait fait du mal, si vous êtes quelqu'un qui, parce que vous avez vécu ça, avait reproduit des choses et que vous le regrettez, sachez que je crois que reconnaître nos erreurs, sincèrement, et demander pardon aux gens à qui on a fait du mal, et essayer de réparer n'efface pas le passé. Ça n'efface pas le passé. Mais c'est important, et c'est beau, et c'est courageux. Donc, si vous êtes par exemple un parent qui m'écoutait, qui avait été un parent complice, ou qui a été un parent qui a été abuseur, et qu'aujourd'hui vous avez envie de demander pardon à votre enfant, ou que vous avez envie de réparer les choses, faites-le. Faites-le parce que moi j'ai observé dans mon entourage
que certaines personnes avaient reçu une demande de pardon de leur agresseur et que ça les avait libérés très puissamment. Moi, j'ai dû me reconstruire sans ça et sincèrement, j'aurais aimé avoir ça. Donc il est jamais trop tard pour demander pardon aux personnes à qui on a fait du mal, pour demander pardon à Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. Dieu peut tout pardonner. Et je crois que les personnes qui ont vécu des violences comme moi, quand l'agresseur ou les complices, etc., demandent sincèrement pardon, ça nous libère. Donc vraiment, n'hésitez pas. Il est jamais trop tard pour changer de chemin. Il est jamais trop tard pour choisir le bien. Jamais, pour personne. Vraiment, profondément, je le crois. Profondément. Mais il faut le choisir et il faut le vouloir, d'accord ? Donc pour ceux qui sont du côté du bien, si la personne en face n'a pas choisi le bien, faites très attention. Vraiment, protégez-vous. Protégez-vous, vraiment. Voilà, on reparlera de beaucoup de choses sur ce podcast. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et à nouveau, je crois en vous. Croyez en vous. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes votre propre parent. Vous devez devenir votre propre parent. Vraiment. Et je sais que vous le pouvez. Parce que je suis devant vous aujourd'hui comme ça. Et que je devrais même plus être en vie. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et je vous dis à la semaine prochaine.